La chaise en bois me paraissait glaciale sous mon corps alors que j'étais assise, les mains croisées sur mes genoux comme une bonne épouse soumise. Était également assis en face de moi, à la table de son avocat, dans son costume hors de prix parfaitement repassé, arborant un large sourire plein d'assurance. Il semblait avoir déjà gagné. Peut être pensait-il. Vraiment, tu ne toucheras plus jamais à mon argent de ta vie, me murmura-t-il, juste, assez fort pour que son avocat l'entende. Sa voix avait ce même ton qu'il utilisait quand il me disait que je ne pouvais pas faire les courses sans lui, demandait d'abord, ou quand il m'expliquait pourquoi je n'avais plus besoin de ma propre carte de crédit. Il avait l'air fier, tel un chasseur qui viendrait d'abattre la plus belle proie de sa vie. Soline était assise sur les bancs du public derrière lui, ses doigts à la manucure impeccable posés sur son sac à main de créateur. Elle se pencha légèrement en avant et ses lèvres rouges se courbèrent en un sourire qui me retourna l'estomac. « C'est ça, chérie », dit-elle doucement, d'une voix qui transpirait une fausse douceur. Elle l'appelait « chérie », de la même manière que je le faisais quand je croyais que notre mariage signifiait quelque chose, quand je croyais que l'homme que j'avais épousé existait vraiment. Geneviève, la mère de Gauthier, était assise à côté de Soline, comme si elles étaient de vieilles amies planifiant un goûter. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en un chignon serré, et ses yeux bleus et froids me regardaient comme si j'étais une chose sale qu'elle venait de piétiner. Je ne lui avais jamais plu, pas depuis le jour où Gauthier m'avait ramené à la maison il y a 8 ans. Je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Elle disait toujours que je n'étais pas assez riche, que je manquais de classe. Je n'étais pas digne du nom de famille Beaumont. Elle ne mérite pas un centime, déclara Geneviève, et sa voix résonna dans la salle d'audience silencieuse. Elle sourit en le disant, ce même sourire qu'elle m'adressait chaque Noël lorsqu'elle me tendait une carte cadeau des galeries Lafayette, tandis qu'elle offrait à Soline des bijoux hors de prix. Même avant l'infidélité, Geneviève planifiait déjà mon remplacement. Mon avocat, maître Lemaire, était assis à côté de moi, brassant des papiers. Il avait l'air nerveux, comme s'il savait que nous étions sur le point de tout perdre. L'équipe juridique de Gauthier était composée de 3 avocats du cabinet le plus cher de Paris. Ils portaient des mallettes remplies de documents prouvant que je n'avais jamais travaillé, que je n'avais pas de qualification et que je ne méritais rien de plus qu'une pension alimentaire basique. Ils dépeignaient comme une croqueuse de diamants qui avait piégé leur pauvre et innocent client. La juge de la Croix, une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant, aux cheveux poivre et sel, avait écouté leurs arguments toute la matinée. Elle avait la réputation d'être sévère, mais juste. Elle ne souriait pas beaucoup, ne semblait pas impressionnée par les costumes de luxe ou les avocats de renom. Mais même elle semblait prête à statuer en faveur de Gauthier. « Votre honneur » dit l'avocat principal de Gauthier en se levant, un épais dossier entre les mains. « Mon client a été plus que généreux. Madame Beaumont n'a aucune expérience professionnelle, aucune étude au-delà du baccalauréat et aucun patrimoine propre. Elle a vécu une vie confortable pendant 8 ans sans jamais contribuer aux revenus du foyer. Une modeste allocation mensuelle est plus que juste. J'avais envie de rire, sans expérience professionnelle. J'avais géré l'agenda social de Gauthier, organisé ses dîners d'affaires et pris en charge toute l'administration de la maison, ce qui permettait à sa vie de se dérouler sans accroc, sans études,
J'avais une licence en marketing que je n'avais jamais pu utiliser parce que Gauthier m'avait convaincu que je n'avais pas besoin de travailler sans patrimoine. C'était parce qu'à chaque fois que j'essayais d'économiser de l'argent ou d'ouvrir mon propre compte, Gauthier trouvait une raison pour m'en empêcher. Mais je restais assise en silence, jouant le rôle que tout le monde attendait de moi. L'épouse faible et sans défense qui ne comprenait rien à l'argent, aux affaires ou au fonctionnement du monde réel. Cela faisait si longtemps que je jouais ce rôle que, parfois, j'y croyais presque moi-même. Gauthier se tourna pour me regarder, ses yeux sombres remplis de satisfaction. Il pensait m'avoir complètement brisé. Au cours des 6 derniers mois, depuis que j'avais découvert sa liaison, il s'était préparé pour ce moment. Il avait déplacé de l'argent, dissimulé des actifs et s'était assuré que tout semblait n'appartenir qu'à lui. Il pensait que j'étais trop stupide pour m'en rendre compte, trop effrayée pour riposter. Maître Lemaire se leva lentement, comme s'il marchait vers sa propre exécution. « Votre honneur, j'ai une dernière preuve à présenter au nom de ma cliente. » Sa voix trembla légèrement alors qu'il glissait la main dans sa mallette pour en sortir une enveloppe blanche. Madame Beaumont a préparé une lettre, l'examen de ce tribunal. L'avocat de Gauthier parut confus. Il n'avait été informé d'aucune lettre. Gauthier fronça les sourcils et son sourire confiant s'estompa un peu. Soline s'agita sur son siège, sa posture parfaite, devenant soudainement un peu moins parfaite. Les yeux froids de Geneviève se plissèrent alors qu'elle regardait Maître Lemaire s'avancer vers l'estrade de la juge. La juge de la Croix prit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre le froissement du papier pendant qu'elle dépliait la lettre. Ses yeux parcoururent la page, lisant en silence. Au début, son expression ne changea pas. Puis, lentement, ses sourcils commencèrent à se lever. Elle lut pendant ce qui me parut être une éternité. Les avocats de Gauthier commencèrent à chuchoter entre eux. Gauthier lui-même me dévisageait, essayant de deviner ce que j'avais bien pu écrire, qui ait une quelconque importance. Il avait toujours l'air sûr de lui, mais il y avait maintenant autre chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. La juge de la Croix finit de lire et leva les yeux vers toutes les personnes rassemblées devant elle. C'est alors que se produisit une chose stupéfiante. Elle se mit à rire, pas un rire poli, mais un rire profond et sincère qui résonna sur les murs. Elle rit tellement qu'elle dut poser la lettre et enlever ses lunettes pour essuyer ses larmes. « Oh, c'est bon !» dit-elle à voix basse, mais sa voix s'entendit clairement dans la salle silencieuse. « C'est très, très bon !» Les sourires de confiance disparurent de leur visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le visage de Gauthier devint pâle, la bouche Soline s'entr'ouvrit légèrement. Le sang-froid glacial de Geneviève se fissura et, pour la première fois en 8 ans, elle parut sincèrement effrayée. Je sentis un petit sourire étirer le coin de mes lèvres. Enfin, après des mois de planification et de préparation, il était temps qu'ils connaissent la vérité. Il y a 3 ans, je pensais avoir le mariage parfait. Gauthier rentrait du travail avec des fleurs, m'embrassait à la porte et me disait à quel point était chanceux de m'avoir. Nous vivions dans la magnifique villa familiale Neuilly-sur-Seine, avec ses colonnes blanches et sa pelouse parfaitement entretenue. Je me sentais comme une princesse dans un conte de fées. « Aveline, tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent », m'avait dit Gauthier un soir alors que nous étions assis à la table de la salle à manger.
Il coupait son filet de bœuf avec des mouvements précis, exactement comme sa mère le lui avait appris. Je gagne assez pour nous deux. Tu devrais te concentrer sur le fait de faire de notre maison un endroit magnifique. Je travaillais alors dans une petite agence de marketing dans le centre-ville, aidant les commerces locaux dans leur publicité. J'adorais mon travail, les défis créatifs et le sentiment d'accomplissement lorsqu'une campagne réussissait. Mais Gauthier insinuait depuis des mois que je devrais arrêter. Mais j'aime travailler, avais-je dit en enroulant des pâtes sur ma fourchette. Et cet argent supplémentaire nous aide à économiser pour notre avenir. Gauthier posa son couteau et me regarda avec ses yeux sombres qui faisaient autrefois chavirer mon cœur. Chérie, nous n'avons pas besoin de ton petit pour salaire. Il couvre à peine ton essence et tes vêtements de travail. Ne préférerais-tu pas passer ton temps à rendre notre foyer parfait? Peut-être commencer à envisager d'avoir des enfants? La façon dont il avait dit petit salaire m'avait fait rougir les joues. Je gagnais un revenu décent, suffisant pour payer les courses et les factures. Mais quand je regardais autour de moi dans notre luxueuse salle à manger, avec son lustre en cristal et ses meubles importés, je me sentis toute petite. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ma contribution n'avait pas vraiment d'importance. Je suppose que je pourrais prendre un peu de temps pour moi, avais-je dit. Doucement, le sourire de Gauthier fut radieux. C'est ma fille intelligente. Tu seras tellement plus heureuse à la maison. En un mois, j'avais quitté mon emploi. Gauthier prit en charge toutes nos finances, disant que ce serait plus facile si tout sortait d'un seul compte. Il me donna une carte de crédit pour les dépenses ménagères et me dit de le prévenir si j'avais besoin d'autre chose. Au début, c'était agréable d'être prise en charge. Je passais mes journées à décorer notre maison, à cuisiner des plats élaborés et à organiser les dîners d'affaires de Gauthier. Mais peu à peu, les choses commencèrent à changer. La carte de crédit avait un plafond bas et Gauthier remettait en question chaque achat. Quand j'achetais de nouveaux rideaux pour le salon, il me demanda pourquoi je ne l'avais pas consulté d'abord. Quand je dépensais 50 € au supermarché, il voulait voir chaque ticket de caisse. « Aveline, nous devons faire plus attention à l'argent, » dit-il un soir en vérifiant le relevé de la carte avec un stylo rouge. Ce prélèvement au café, c'était quoi? J'ai vu mon amie Coralie pour prendre un café, dis-je, me sentant comme une enfant qu'on réprimande. Ce n'était que 8 €. 8 € par-ci, 12 € par-là. Tout s'additionne. Tu devrais être invité, t'es mon amie ici. C'est plus économique. J'arrêtais de voir mes amis pour prendre un café, puis j'arrêtais d'acheter de nouveaux vêtements sans lui demander d'abord, puis j'arrêtais d'acheter quoi que ce soit qui ne fût pas absolument nécessaire. Gauthier me félicitait d'être si responsable, si compréhensive avec notre budget, mais je remarquai qu'il continuait à s'acheter des costumes de luxe et à faire des déjeuners d'affaires qui coûtaient plus cher que mon allocation hebdomadaire tout entière. Geneviève empirait les choses. La mère de Gauthier venait dîner tous les dimanches et avait toujours quelque chose à dire sur la façon dont je tenais la maison. Les fleurs du jardin n'étaient pas bien arrangées. Le gigot d'agneau n'était pas assez assaisonné. Ma robe était trop décontractée pour un repas de la famille Beaumont. « Gauthier, chérie, dit-elle un dimanche, en coupant son agneau en tout petits morceaux. J'ai vu une jeune femme charmante au club hippique hier, Soline Vasseur,
l'architecte d'intérieur. Elle vient d'une si bonne famille et son travail est absolument exquis. Gauthier acquiesça poliment, mais je saisis quelque chose dans son expression. De l'intérêt. Il se peut que j'ai entendu parler de son travail. Très talentueuse, tu devrais l'engager pour redécorer les chambres d'amis, continua Geneviève sans même me regarder. Elles auraient bien besoin d'une touche professionnelle. J'avais passé des semaines à décorer ces chambres d'amis, choisissant des couleurs et des tissus que je trouvais magnifiques. Mais assise là, à écouter, Geneviève, j'avais l'impression que tout ce que je faisais était nul, amateur, jamais à la hauteur des standards de sa famille. C'est une merveilleuse idée, mère, dit Gauthier. Aveline, qu'en penses-tu? Amzelto, que pouvais-je dire? Que je voulais garder les chambres sur lesquelles j'avais tant travaillé, qu'engager quelqu'un d'autre revenait à admettre que j'étais un échec? Bien sûr, dis-je avec un sourire qui me parut factice. Ce que tu penses, être le mieux. C'est à ce moment-là que les appels téléphoniques commencèrent. Gauthier sortait pour répondre à des appels en disant que c'était pour le travail. Il se mit à travailler tard plus souvent, rentrant à la maison après que j'ai déjà dîné en seul. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, moins détaillées. Comment s'est passée la réunion pour le projet Corbeau? Lui demandai-je un soir alors qu'il desserrait sa cravate. Bien, répondit-il sans me regarder. La routine, les exigences du client, mais j'avais vu son agenda ce matin-là quand il l'avait laissé sur le comptoir et de la cuisine. Il n'y avait aucune réunion prévue pour Corbeau. Il y avait une note qui disait GS19H00 avec le nom d'un restaurant que je ne connaissais, passe. Je commençais à prêter attention à des choses que j'avais ignorées auparavant. Des relevés de cartes de crédit que Gauthier rangeait précipitamment, des conversations téléphoniques qui se coupaient dès que j'entrais dans la pièce, une nouvelle eau de Cologne qui sentait différemment de celle qu'il portait d'habitude, des chemises qui revenaient du pressing avec des taches de rouge, lèvres qui n'étaient pas de ma teinte. Un soir, en rangeant ses vêtements propres, je trouvai un reçu dans la poche de son pantalon. C'était celui d'un restaurant chic du centre-ville, daté du mardi précédent. L'addition était pour 2 personnes, avec du champagne et des desserts. Mais le mardi soir, Gauthier m'avait dit qu'il travaillait tard sur des dossiers au bureau. Mes mains tremblaient alors que je tenais le reçu. Le total dépassait mon allocation mensuelle. Quelqu'un avait commandé le homard et le soufflé par chocolat, des plats que Gauthier disait toujours être trop chers quand nous regardions les menus ensemble. Je m'assis sur notre lit, fixant ce bout de papier, et je sentis que quelque chose se brisait dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas d'argent ni de stress lié au travail, ni de pression familiale. Il s'agissait de mensonges. Il s'agissait du fait que Gauthier vivait une vie complètement différente lorsqu'il n'était pas avec moi. Ce soir-là, quand Gauthier rentra à la maison en sentant un parfum qui n'est pas le mien, je ne dis rien. Je souris et lui demandai comment s'était passée sa journée, et il me parla de réunions dont je savais désormais qu'elles n'avaient jamais eu lieu. J'acquiesçai, lui servis le dîner et fis semblant que tout était normal. Mais à l'intérieur, je commençais déjà à échafauder un plan. Le lendemain matin, j'attendis que Gauthier parte au travail avant de m'habiller. Au lieu de ma routine habituelle de nettoyage et de rangement, j'enfilai un jean sombre et une casquette de baseball. J'avais l'impression d'être une espionne dans un film, sauf qu'il s'agissait de ma vraie vie qui s'effondrait.
Je conduisis jusqu'à l'immeuble de bureau de Gauthier sur le boulevard Haussmann et me garai de l'autre côté de la rue, d'où je pouvais voir l'entrée. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait exploser. Qu'étais-je en train de faire? Suivre mon propre mari comme une folle? Mais je devais savoir en vérité. À 11h30, Gauthier sortit du bâtiment. Il n'était pas seul. Une femme aux longs cheveux blonds, vêtue d'un manteau rouge, marchait à ses côtés. Elle était belle d'une façon qui me donnait mal au ventre. Grande, élégante, avec une posture parfaite et des vêtements de créateur. Tout ce que je n'étais pas, ils montèrent ensemble dans la voiture de Gauthier, riant de quelque chose. Là, femme posa la main sur son bras pendant qu'il parlait, et Gauthier lui sourit de la même façon qu'il me souriait autrefois. Je les suivis dans les rues de la ville, restant suffisamment loin pour qu'ils ne me voient pas. Ils allèrent au Relais des Beaumont, l'élégant restaurant où Gauthier m'avait emmené pour notre anniversaire 2 ans plus tôt. Ce même restaurant où il m'avait dit que nous ne pouvions plus nous permettre de manger parce que nous devions faire des économies. J'observais à travers la vitrine, alors qu'il s'installait à une table d'angle, se tenant la main par-dessus la nappe blanche. Cette femme devait être Soline Vasseur, l'architecte d'intérieur dont Geneviève avait parlé. Elle était encore plus belle de près, avec un maquillage impeccable et des bijoux qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Elle toucha doucement le visage de Gauthier, il prit sa main et lui baisa la paume. J'eus l'impression que quelqu'un me comprimait la poitrine à 2 mains. Je restai dans ma voiture pendant 2 heures, les regardant manger, rire et se comporter comme un couple d'amoureux. Quand ils sortirent enfin, Gauthier l'accompagna jusqu'à une BMW argentée garée à proximité. Il l'embrassa pour lui dire au revoir. Pas un baiser rapide, mais un vrai baiser qui dura assez longtemps pour que je doive détourner le regard. Cet après-midi-là, Gauthier rentra à la maison à son heure habituelle, racontant une histoire sur une réunion difficile avec un client. Il se plaignit de l'ennui de sa journée, disant à quel point il aurait aimé la passer avec moi. J'acquiesçai, souris et lui servis le dîner que j'avais réussi à cuisiner d'une manière ou d'une autre pendant que mon monde s'écroulait. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda-t-il, coupant son poulet. Comme si de rien n'était. « Calme, dis-je. J'ai réorganisé les placards et j'ai lu un peu. C'est bien, ma chérie, dit-il en tendant la main pour me tapoter le bras. Toujours occupé. J'avais envie de hurler. J'avais envie de jeter mon assiette contre le mur et d'exiger de savoir qui était Soline et depuis combien de temps cela durait. Mais, au lieu de cela, je lui serrai la main et lui demandai s'il voulait un dessert. Au cours des semaines suivantes, je devins une experte dans l'art de les filer. J'appris leur routine. Des déjeuners les mardis et jeudis, des réunions l'après-midi qui étaient en fait des dîners le vendredi, des voyages le week-end que Gauthier prétendait être des conférences professionnelles. Il allait dans des galeries d'art, faisait des dégustations de vin et fréquentait des boutiques de luxe où Soline essayait des vêtements qui coûtaient plus que ce que je dépensais en 3 mois. Gauthier lui achetait des bijoux, des fleurs et des sacs de marque. Il payait le tout avec des cartes de crédit que je n'avais jamais vues. Le pire, c'était de voir à quel point il avait l'air heureux avec elle. Il riait plus en une après-midi avec Soline qu'il ne l'avait fait avec moi au cours de la dernière année. Il lui ouvrait les portes, tirait sa chaise et la regardait comme si elle était la personne la plus fascinante au monde. Toutes ces choses qu'il faisait pour moi quand notre mariage était réel.
Un samedi, je le suivis jusqu'au club hippique de Chantilly, où Geneviève était membre. Je me garai à l'extérieur et regardai à travers la clôture pendant qu'ils jouaient au tennis ensemble. Geneviève était là aussi, assise à une table sur la terrasse, applaudissant quand Soline marquait un beau point. Après le match, tous les trois s'assirent ensemble pour prendre un verre. Geneviève était animée d'une manière que je ne l'avais jamais vue, riant et gesticulant en parlant avec Soline. Elle toucha affectueusement le bras de Soline et hochait la tête avec approbation à tout ce qu'elle disait. Il était clair que Geneviève connaissait pas seulement la liaison, mais qu'elle l'encourageait. Je rentrai en voiture et m'assis dans ma maison vide, comprenant enfin l'autre vérité. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Gauthier est une liaison, il s'agissait de me remplacer complètement. Geneviève avait trouvé quelqu'un qu'elle jugeait digne de son fils, et ils travaillaient tous ensemble pour me jeter dehors. Ce soir-là, Gauthier rentra à la maison avec des égratignures sur les bras suite à son match de tennis. Quand je l'interrogeai à ce sujet, il répondit qu'il avait déplacé des cartons au travail et qu'il s'était écorché le bras sur clou. Une autre mensonge prononcé avec une telle facilité que je me demandais combien d'autres j'avais pu gober au fil des années. « Gauthier, dis-je prudemment, ta mère a encore mentionné cet architecte d'intérieur au dîner la semaine dernière. Soline Vasseur. As-tu pensé à Lengeia ?» Son visage ne changea pas, mais je remarquai une légère pause avant sa réponse. « Ah oui, je me suis renseignée, mais elle est très chère. Peut être l'année prochaine quand les affaires iront mieux. Elle doit être très talentueuse pour facturer autant. J'imagine que oui. Je ne l'ai pas rencontrée personnellement. Mensonge sur mensonge sur mensonge. J'acquiesçai, souris et fis semblant de le croire, mais à l'intérieur, je prenais des notes. Chaque fausse histoire, chaque excuse inventée, chaque fois qu'il me regardait dans les yeux et mentait sur l'endroit où il était et avec qui. Après 2 mois d'enquête, je réalisai quelque chose qui changea tout. Gauthier n'était pas seulement en train d'avoir une liaison, il planifiait de me quitter pour Soline, mais il voulait s'assurer que je n'obtienne rien lors du divorce. Toutes ces discussions sur l'argent, toutes les restrictions sur mes dépenses, toutes les façons dont il m'avait rendue financièrement dépendante. Tout cela faisait partie d'un plan. Il allait divorcer et prétendre que je n'avais rien apporté à notre mariage. Il garderait la maison, les voitures, les investissements, tout. Je me retrouverais sans rien, tandis qu'il commencerait sa nouvelle vie avec Soline et l'approbation de sa mère. Mais Gauthier avait commis une erreur cruciale. Il pensait que j'étais trop faible et trop stupide pour riposter. Il n'avait aucune idée que j'observais, que j'apprenais et que je planifiais ma propre stratégie. Alors que j'étais assise dans notre chambre ce soir-là, à l'écouter dormir, paisiblement à mes côtés, je pris une décision. Si Gauthier voulait jouer avec l'argent et les mensonges, j'allais apprendre à jouer mieux que lui. Le lendemain matin, j'attendis que Gauthier parte pour sa réunion avec un client pour qui, je le savais, était en réalité un déjeuner avec Soline. Puis je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'entrai dans son bureau à la maison et commençai à fouiller dans ses papiers. Le bureau de Gauthier était son espace privé, la seule pièce de la maison que n'était pas censé nettoyer ou ranger. Il le verrouillait quand il n'était pas là, mais je l'avais vu cacher la clé sous sa lampe de bureau des mois auparavant. Mes mains tremblaient alors que je tournais la clé et entrais. Le bureau était net et organisé, avec des classeurs le long d'un mur et un grand bureau couvert,
trait de papier. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que je devais commencer quelque part. Je commençais par les tiroirs du bureau, examinant attentivement les dossiers et les documents. La plupart étaient des trucs professionnels ennuyeux que je ne comprenais pas. Des contrats pour des projets de construction, des lettres de clients, des factures de matériaux. Mais dans le tiroir du bas, je trouvais quelque chose d'intéressant, un dossier étiqueté « compte personnel » qui contenait des relevés bancaires que je n'avais jamais vus. Gauthier avait 3 comptes bancaires différents dont j'ignorais l'existence. Les relevés montraient d'énormes sommes d'argent entrant et sortant, bien plus que ce que je pensais que son entreprise générait. Il y avait des dépôts, toutes d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, et des retraits en espèces qui semblaient beaucoup trop importants pour des dépenses normales. Je pris tout en photo avec mon téléphone, en prenant soin de remettre chaque papier exactement là où je l'avais trouvé. Mon cœur battait si vite que j'avais la tête qui tournait, mais je continuais. Si Gauthier me cachait de l'argent, j'avais besoin de savoir combien et où il se trouvait. Dans le meuble de classement, je trouvais d'autres surprises. Il y avait des documents d'une société appelée Beaumont Investissement Sarl que Gauthier n'avait jamais mentionné. D'après les papiers, cette entreprise possédait plusieurs propriétés en ville, des propriétés que Gauthier m'avait dites appartenir à ses clients. Un dossier contenait des reçus pour des achats coûteux que je ne reconnaissais pas, une montre qui coûtait 15 000 €, des vacances aux Maldives que je n'avais jamais faites, des bijoux provenant de boutiques où je n'étais jamais allée. Toutes ces choses étaient payées avec l'argent de compte dont j'ignorais l'existence. Mais la découverte la plus choquante se trouvait dans un dossier marqué « Documents légaux ». À l'intérieur, il y avait des papiers d'un avocat dont je n'avais jamais entendu parler, discutant de quelque chose appelé « stratégie de protection des actifs ». Les documents parlaient de déplacer de l'argent vers des paradis fiscaux et de créer des sociétés écrans pour cacher le patrimoine à de potentiels créanciers ou réclamations légales. Je ne comprenais pas tout le jargon juridique, mais j'en comprenais assez pour savoir que Gauthier cachait l'argent exprès. Il se préparait à quelque chose, et j'avais le terrible pressentiment que ce quelque chose était notre divorce. Je passais 3 heures dans ce bureau à prendre en photo chaque document qui semblait important. Au moment où j'entendis la voiture de Gauthier dans l'allée, j'avais tout reverrouillé et j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta réunion ?» lui demandai-je alors qu'il m'embrassait. « Sur la joue. »« Productive, » dit-il en desserrant sa cravate. « Le projet Valérie avance plus et vite que prévu. » Un autre mensonge. J'avais vu son agenda et il n'y avait aucun projet Valérie, mais je souris, acquiesçai et lui demandai s'il voulait un sandwich. Cet après-midi-là, je fis autre chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'appelai ma vieille amie Coralie, qui travaillait comme comptable dans le centre-ville. Nous avions perdu le contact après que j'ai quitté mon emploi, mais j'espérais qu'elle m'aiderait quand même. « Aveline !» dit Coralie quand elle décrocha. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, » dis-je en essayant de garder une voix assurée. « Coralie, j'ai besoin d'un conseil concernant des documents financiers. Pourrions-nous nous voir pour prendre un café ? » « Bien sûr, tout va bien. Tu as l'air inquiète ? Je t'expliquerai quand je te verrai. » Nous nous retrouvâmes dans un petit café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Gauthier pourrait aller. Coralie était toujours la même, avec ses cheveux roux bouclés,
et son sourire bienveillant. Mais quand je lui montrai les photos sur mon téléphone, son expression devint sérieuse. « Aveline, où as-tu trouvé ces documents ?» demanda-t-elle en faisant défiler les images. « Ce sont les papiers d'affaires de mon mari. Je les ai trouvés dans son bureau. » Coralie garda le silence pendant un long moment, étudiant chaque image avec attention. Finalement, elle me regarda avec de l'inquiétude dans les yeux. « Aveline, certaines de ces transactions semblent très suspectes. Ces sociétés ont écran, les comptes à l'étranger, les retraits d'espèces. Ça ressemble à blanchiment d'argent. »« Blanchiment d'argent ?» répétai-je. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ça signifie prendre de l'argent provenant d'activités illégales et le faire paraître légal en le déplaçant à travers différents comptes et entreprises. C'est un crime très grave. J'eus l'estomac noué. Tu es sûr ? Je ne suis pas enquêtrice criminelle, mais j'ai vu suffisamment de cas de fraude financière pour en reconnaître les schémas. Regarde ça, dit-elle en pointant l'un des relevés bancaires. Ton mari reçoit de gros dépôts en espèces d'une entreprise qui ne semble pas exister. Ensuite, il déplace cet argent à travers plusieurs comptes différents avant qu'il ne finisse dans des banques, situées dans des paradis fiscaux. C'est le comportement classique du blanchiment d'argent. J'eus l'impression que la pièce tournait. Que dois-je faire ? Tu dois parler à quelqu'un qui se spécialise dans les crimes économiques. Je connais un inspecteur qui travaille sur ce genre de cas. Il s'appelle l'inspecteur Renard et il est très doué dans son travail. Tu veux que je te donne son numéro ? J'acquiesçai, incapable de parler. Coralie nota les coordonnées de l'inspecteur sur une serviette et me la tendit. « Aveline, sois très prudente, » dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour serrer la mienne. « Si ton mari est impliqué dans le blanchiment d'argent, ça pourrait être dangereux. Ne lui laisse pas savoir que tu as découvert quoi que ce soit. » Je rentrai chez moi hébété, le numéro de téléphone de l'inspecteur me brûlant dans la poche. Gauthier était dans son bureau quand je revins, probablement en train de déplacer encore plus d'argent illégal pendant que je préparais le dîner. Je cuisinais, nettoyais et agis normalement, mais à l'intérieur j'étais terrifiée. Ce soir-là, alors que Gauthier dormait à côté de moi, je fixais le plafond, essayais d'assimiler ce que j'avais appris. Mon mari n'était pas seulement en train de me tromper et de planifier de me laisser sans rien, c'était un criminel qui avait utilisé notre mariage comme couverture pour des activités illégales. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressentis autre chose que de la peur et de la tristesse. Je ressentis de la rage. Gauthier m'avait menti sur tout. Il m'avait volé et prévoyait de détruire ma vie. Mais maintenant, j'avais des informations qui pourraient détruire la sienne. Demain, j'appellerai l'inspecteur Renard. Demain, je commencerai à riposter. Le lendemain matin, j'attendis que Gauthier parte au travail avant de composer le numéro de l'inspecteur Renard. Mes mains tremblaient tellement que je dus m'y reprendre à 3 fois avant de taper correctement tous les chiffres. « Inspecteur Renard, brigade financière », répondit une voix grave. « Bonjour, dis-je, la voix à peine plus qu'un murmure. Je m'appelle Aveline Beaumont. Coralie Dupont m'a donné votre numéro. Je crois que mon mari pourrait faire quelque chose d'illégal avec de l'argent. » Il y eut une pause. « Madame Beaumont, pouvez-vous venir au commissariat cet après-midi ? J'aimerais en discuter en personne. » 2 heures plus tard, j'étais assise dans un petit bureau du commissariat, face à un homme d'une 40aine d'années, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants. L'inspecteur Renard avait étalé les photos de mon téléphone sur son bureau
et les étudiait avec une expression sérieuse. « Madame Beaumont, depuis combien de temps votre mari est-il impliqué dans ces activités financières ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, avouai-je. Je n'ai trouvé ces papiers qu'hier. Je n'avais aucune idée que tout cela existait. » L'inspecteur Renard acquiesça. C'est fréquent dans ce genre de cas. Les conjoints n'ont souvent pas connaissance des activités illégales de leurs partenaires. Il désigna l'un des relevés bancaires. Ces transactions montrent un schéma clair de blanchiment d'argent. Votre mari reçoit de grandes quantités d'espèces de sources douteuses et les déplace à travers de multiples comptes pour dissimuler leur origine. « Quel genre de sources douteuses ?» demandai-je. D'après ces montants et ces schémas, il s'agit probablement d'argent issu du narcotrafic, de jeux illégaux ou d'autres activités du crime organisé. L'entreprise immobilière de votre mari offre la couverture parfaite pour blanchir de l'argent sale à travers l'achat et la vente de biens immobiliers. Combien de temps pourrait-il passer en prison pour ça? Le blanchiment d'argent est un crime grave. Selon les sommes en jeu, il pourrait faire face à 10 à 20 ans de prison, en plus d'amendes massives et de la confiscation de tous les actifs achetés avec de l'argent illégal. Tous les actifs, répétai-je. Toutes, la maison, les voitures, les comptes bancaires, les investissements, s'ils ont été achetés avec de l'argent blanchi, l'État les saisira. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Si Gauthier allait en prison et perdait tout, qu'allait-il m'arriver? Je n'aurais rien, exactement comme il l'avait prévu. Sauf que maintenant ce serait parce qu'il était un criminel et non parce qu'il m'avait vaincu au tribunal pour le divorce. « Inspecteur Renard, dis-je lentement, et si je vous aidais à monter un dossier contre lui, et si je pouvais obtenir plus de preuves ?» Il s'adossa à sa chaise, étudiant mon visage. « Madame Beaumont, ce serait très dangereux. Si votre mari se doutait que vous enquêtez sur lui, il pourrait devenir violent. Ce genre de personne ne prend pas la trahison à la légère. Mais je suis déjà en danger, n'est-ce pas? S'il est impliqué avec des criminels, s'il prévoit de divorcer et de me laisser sans rien, je ne suis pas en sécurité de toute façon. » L'inspecteur Renard garda le silence pendant un long moment. « Que proposez-vous exactement? J'ai accès à son bureau, à son ordinateur, à ses dossiers. Je pourrais copier d'autres documents, enregistrer des conversations, peut-être même découvrir avec qui il travaille. Mais j'aurais besoin de protection et de garantie sur ce qu'il adviendra de moi quand tout cela sera fini. Quel genre de garantie? Je veux l'immunité face à toute charge liée à ces crimes. Je veux une protection s'il essaie de me faire du mal. Et je veux conserver une partie des actifs qui ont été achetés avec l'argent légitime de son entreprise immobilière. » L'inspecteur Renard sourit pour la première fois depuis mon arrivée. « Madame Beaumont, vous raisonnez comme un procureur. Laissez-moi passer quelques coups de fil pour voir ce que nous pouvons arranger. » 3 jours plus tard, je rencontrai l'inspecteur Renard et une procureure nommée Maëlys Lefebvre. Ils avaient préparé un accord de collaboration officiel qui m'accordait tout ce que j'avais demandé en échange de mon aide pour monter un dossier contre Gauthier. « Madame Beaumont, » m'expliqua la procureure Lefebvre, « vous travaillerez comme informatrice confidentielle. Nous vous fournirons des appareils d'enregistrement et vous apprendrons comment rassembler des preuves en toute sécurité. Mais vous devez comprendre les risques. Si votre mari découvre ce que vous faites, vous pourriez être en grave danger physique. » « Je comprends, » dis-je.
en signant les papiers d'une main ferme. Quand commençons-nous? Au cours des 2 mois suivants, je devins une personne différente. Le jour, jouais le rôle de l'épouse obéissante, cuisinant, nettoyant et demandant Gauthier comment s'était passée sa journée. Mais à chaque instant où il était hors de la maison, je travaillais. J'installais de petits appareils d'enregistrement dans son bureau et dans sa voiture. Je copiais des fichiers de son ordinateur sur des clés USB. Je photographiais chaque document que je pouvais trouver, construisant une image complète de ses activités illégales. Les preuves étaient accablantes. Gauthier blanchissait de l'argent pour une organisation de narcotrafiquants dirigée par un homme du nom de Laurie Chapuis. Il recevait des paiements en espèces de 50 000 à 100 000 euros, puis utilisait son entreprise immobilière pour acheter des biens avec cet argent. Plus tard, il vendait les propriétés et déposait les bénéfices sur des comptes bancaires légitimes, donnant ainsi à l'argent de la drogue une apparence propre. Mais Gauthier était devenu avide. Au lieu de se contenter de prendre son pourcentage pour le blanchiment, il avait conservé des espèces supplémentaires pour lui-même. Il utilisait cet argent volé pour financer sa liaison avec Soline, lui achetant des cadeaux coûteux et l'emmenant dans des voyages luxueux. J'enregistrais des conversations où Gauthier se vantait auprès de son associé de la facilité avec laquelle on pouvait tromper les autorités. Je photographiais des réunions où il recevait des mallettes pleines d'argent de la part d'hommes à l'air dangereux. Je documentais chaque transaction, chaque mensonge, chaque délit. Le plus difficile était de faire semblant que tout était normal. Quand Gauthier rentrait à la maison chaque soir, il m'embrassait et me racontait sa journée inventant des histoires sur des affaires légitimes, alors que je savais qu'il avait passé l'après-midi avec des narcotrafiquants et des criminels. « Tu as l'air différente ces derniers temps », me dit-il un soir pendant que nous dînions. « Plus sûr de toi peut être. J'aime ça. J'ai beaucoup lu récemment, dis-je, ce qui était vrai. J'avais lu tout ce que je pouvais trouver sur le blanchiment d'argent et les délits financiers, apprenant de nouvelles choses. C'est merveilleux, ma chérie. Le savoir, c'est le pouvoir. S'il avait su combien de savoir j'avais acquis et comment je comptais utiliser ce pouvoir contre lui. À la fin de ces 2 mois, l'inspecteur Renard me dit que nous avions assez de preuves pour arrêter Gauthier et saisir tous ses biens. Mais je demandais une semaine de plus. Je voulais être dans ce tribunal de divorce au moment où Gauthier penserait avoir tout gagné. Je voulais voir son visage quand il réaliserait que son plan parfait avait été anéanti par l'épouse qu'il croyait trop stupide pour riposter. Le piège était tendu. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que Gauthier tombe dedans. La procédure de divorce commença par un froid mardi matin de novembre. Je m'assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, vêtu d'une simple robe noire qui me faisait paraître plus petite et plus vulnérable que je ne me sentais. Gauthier arriva avec son équipe d'avocats hors de prix, portant tous d'épaisses mallettes et affichant des sourires pleins d'assurance. « Bonjour, Aveline, » dit Gauthier, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. « J'espère que nous pourrons régler cela rapidement et à l'amiable. » Insam, j'acquiesçais docilement, jouant mon rôle à la perfection. « Je veux juste ce qui est juste, Gauthier. » Il me tapota l'épaule comme si j'étais une enfant. « Bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que tu ne manques de rien. » Soline arriva quelques minutes plus tard, portant un tailleur bleu éblouissant
qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois autrefois. Elle s'assit sur les bancs du public derrière Gauthier, sa présence étant un message clair sur celle qui prendrait ma place. Geneviève s'assit à côté d'elle, tous deux chuchotant et souriant comme de vieilles amies préparant une fête. Quand nous entrâmes dans la salle, l'avocat principal de Gauthier, maître Beauregard, prit immédiatement le contrôle. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants, portant une montre de luxe. Le genre d'avocat qui facture 1 000 € de l'heure et gagne ses affaires par l'intimidation. « Votre honneur, commença maître Beauregard, c'est une affaire simple. Mon client, monsieur Gauthier Beaumont, est un homme d'affaires prospère qui a entretenu son épouse pendant 8 ans. Madame Beaumont n'a aucune expérience professionnelle ni d'études supérieures au-delà du baccalauréat et n'a apporté aucune contribution financière au mariage. Elle réclame un accord déraisonnable qui ruinerait l'entreprise et les moyens de subsistance de mon client. » La juge Delacroix écouta sans expression pendant que maître Beauregard présentait son dossier. Ils avaient des graphiques montrant les revenus de Gauthier, des diagrammes démontrant mon absence de contribution et des témoignages me dépeignant comme une croqueuse de diamants ayant piégé un homme. Innocente, Geneviève monta la première à la barre des témoins. Avec son tailleur bleu, marine et ses perles, elle avait l'air de la parfaite dame de la haute société. Elle parla d'une voix claire et assurée de la façon dont je ne m'étais jamais intégrée à sa famille. Gauthier a fait beaucoup d'efforts pour aider Aveline à s'améliorer, témoigna Geneviève. Il lui a payé des cours de maintien, lui a acheté des vêtements appropriés, il a même engagé des tuteurs pour l'aider à apprendre l'art et la culture. Mais elle n'a montré aucun intérêt à s'élever ou à soutenir la carrière de Gauthier. Chaque mot était un mensonge, mais Geneviève les prononçait avec une telle conviction que j'y aurais presque cru moi-même. Gauthier n'avait jamais payé de cours ou de tuteur. La seule chose qu'il avait payée, c'était mon silence et ma soumission. Madame Beaumont n'a aucune compréhension des obligations sociales qu'implique le fait d'être mariée à un homme de la position de Gauthier, poursuivit Geneviève. Elle lui faisait honte lors d'événements professionnels, refusait de participer aux œuvres de charité. Franchement, je suis surprise que ce mariage ait duré aussi longtemps. Maître Beauregard hocha la tête avec approbation. Merci, Madame Beaumont. Je n'ai plus de questions. Mon avocat, Maître Lemaire, se leva pour le contre-interrogatoire, mais il parut nerveux et mal préparé. Madame Beaumont, n'est-il pas vrai que votre fils contrôlait toute la finance du mariage? Gauthier gérait l'argent parce qu'il est doué pour les finances, répliqua Geneviève avec douceur. Aveline n'a montré aucun intérêt pour apprendre ces choses. Et n'est-il pas vrai que vous avez encouragé la relation de votre fils avec Mademoiselle Vasseur? Les yeux de Geneviève brillèrent de colère. Je n'ai aucune idée de ce que vous insinuez. Maître Lemaire se rassit rapidement, visiblement dépassé. J'eus envie de lui crier de se battre plus fort, mais je me rappelais que tout cela faisait partie d'Opilan. Ensuite, Gauthier monta à la barre. Il paraissait beau et sincère dans son costume sombre. L'incarnation même de l'homme d'affaires prospère dont la femme, cupide, avait profité. « Votre honneur, » dit Gauthier d'une voix pleine de tristesse. « J'aimais profondément Aveline. Mais notre mariage est devenu impossible. Elle n'avait aucun intérêt à construire une vie ensemble ou à soutenir ma carrière. Elle dépensait l'argent de façon frivole et refusait d'assumer la responsabilité de ou la gestion du foyer.
j'ai essayé de l'aider, mais elle semblait se contenter de vivre de mon dur labeur, sans rien apporter en retour. Maître Beauregard guida Gauthier à travers un récit détaillé de notre mariage, qui n'avait rien à voir avec la réalité. Dans la version de Gauthier, j'étais paresseuse, égoïste et financièrement irresponsable. Il était le mari, souffre-douleur, qui avait tout essayé pour sauver notre mariage. Je demande un accord modeste qui permettra à Aveline de prendre un nouveau départ, conclut Gauthier. Une petite pension mensuelle peut être une formation professionnelle pour l'aider à devenir autonome. Je ne lui en veux pas, mais je ne peux plus continuer à entretenir quelqu'un qui refuse de subvenir à ses propres besoins. La salle plongea dans le silence quand Gauthier termina. Même moi, je devais admettre qu'il était convaincant. Si je n'avais pas connu la vérité sur ce crime et ses liaisons, j'aurais pu le croire. Soline ne témoigna jamais, mais sa présence dans la salle parlait d'elle-même. Elle était assise derrière Gauthier comme une reine attendant de réclamer son trône, touchant de temps à autre son épaule ou lui chuchotant des encouragements à l'oreille. Geneviève lui souriait avec une approbation évidente. Quand ce fut à mon tour de témoigner, je jouais mon rôle à la perfection. Je parlais d'une voix douce, de la façon dont j'avais essayé d'être une bonne épouse, comment j'avais géré notre foyer et soutenu la carrière de Gauthier d'une manière qui n'apparaissait pas sur les états financiers. Mais même à mes propres oreilles, cela semblait faible et peu convaincant. Le contre-interrogatoire de Maître Beauregard fut brutal. Il me fit admettre que je n'avais ni revenus, ni économie, ni compétences professionnelles. Il remit en question chaque dépense que j'avais faite, chaque décision que j'avais prise, jusqu'à ce que je me sente comme une criminelle jugée pour le délit de dépendance économique. À la fin de la journée, il était clair que Gauthier avait gagné. Ses avocats souriaient. Soline était littéralement radieuse, et Geneviève avait l'air de déjà planifier la réception du mariage. Mais je n'étais pas inquiète. Demain, la juge Delacroix lirait ma lettre, et tout changerait. J'étais assise sur cette froide chaise en bois, regardant Gauthier murmurer ces paroles cruelles sur le fait que je ne toucherais plus jamais à son argent. La douce voix de Soline, l'appelant chérie, me donnait la chair de poule, mais je gardais un visage impassible. La déclaration de Geneviève selon laquelle je ne méritais pas un centime aurait dû me blesser. Mais au lieu de cela, elle me remplit de satisfaction. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Maître Lemaire se leva avec des mains tremblantes, sortant l'enveloppe blanche, qui contenait 2 mois de planification minutieuse. Votre honneur, j'ai une dernière preuve à présenter au nom de ma cliente. Madame Beaumont a préparé une lettre pour l'examen de ce tribunal. Le sourire confiant de Gauthier vacilla légèrement. Ses avocats parurent confus, chuchotant entre eux à propos de preuves dont ils n'avaient pas été informés. Soline s'agita sur son siège, sa posture parfaite devenant moins parfaite. Les yeux froids de Geneviève se plissèrent tandis qu'elle regardait l'enveloppe. Arrivée jusqu'à la juge Delacroix. La juge Delacroix ouvrit l'enveloppe avec précaution et commença à lire. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. J'observais son visage pendant que ses yeux parcouraient les pages, voyant le moment précis où son expression passa d'un léger intérêt à la stupéfaction, puis à quelque chose qui ressemblait à de la délectation. Elle lut pendant ce qui me parut être une éternité. Gauthier me dévisageait, essayant de deviner ce que j'avais bien pu écrire qui ait une telle importance.
Il avait toujours l'air confiant, mais l'inquiétude se glissait dans ses yeux, sombres, ces mêmes yeux qui m'avaient menti pendant des années. Lorsque la juge de la Croix eut fini de lire, elle leva les yeux vers Gauthier, puis vers Soline, puis vers Geneviève, et alors elle éclata de rire. Pas un rire poli, mais un rire profond et sincère qui résonna sur les murs. Elle rit, tellement qu'elle dut enlever ses lunettes et essuyer ses larmes. « Oh, c'est bon !» dit-elle à voix basse, sa voix résonnant dans la salle, silencieuse. « C'est très très bon !» Les sourires de confiance disparurent de leur visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le visage de Gauthier devint pâle, la bouche de Soline s'entr'ouvrit. Le sang-froid de Geneviève se fissura pour la première fois en 8 ans. La juge Delacroix se ressaisit et regarda directement Gauthier. « Monsieur Beaumont, selon cette lettre, votre épouse collabore avec les enquêteurs de l'OCRGDF depuis les 2 derniers mois. Elle a fourni des preuves exhaustives de votre opération de blanchiment d'argent, incluant des enregistrements, des photographies et des documents financiers. » Gauthier bondit sur ses pieds. « C'est impossible. Elle ne sait rien de mes affaires. Asseyez-vous, monsieur Beaumont, dit sèchement la juge de la Croix. Selon l'inspecteur Renard de la brigade financière, vous blanchissez de l'argent pour une organisation de narcotrafiquants. Vous avez détourné des fonds de vos associés criminels et utilisé cet argent pour financer une relation extra-conjugale. » Soline étouffa un cri en portant la main à sa gorge. « Gauthier, de quoi parle-t-elle ? Les bijoux, les voyages, les dîners coûteux ?» continua la juge en lisant ma lettre. « Tout a été payé avec de l'argent volé à la drogue. Mademoiselle Vasseur, vous devriez peu être contacté un avocat. Accepter des cadeaux, m'acheter avec les profits d'une activité criminelle, peut faire de vous une complice de blanchiment d'argent. » Le visage de Soline devint livide. Elle regarda Gauthier avec horreur, réalisant que tout ce qu'il lui avait donné était la preuve de crimes graves. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je n'en avais aucune idée. » Geneviève se leva, la voix tremblante de rage. « C'est ridicule. Mon fils est un homme d'affaires respecté. » Madame Beaumont, dit la juge en regardant Geneviève avec dégoût, votre fils fait face à des accusations de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et d'association de malfaiteurs. L'État va saisir tous les actifs achetés avec des fonds illégaux, ce qui semble inclure la maison familiale, les véhicules et la majorité des parts de son entreprise. L'avocat de Gauthier lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. Mais Gauthier le repoussa. « Aveline, tu ne sais pas ce que tu as fait. Ces gens ne pardonnent pas la trahison. Tu t'es mise en danger. » Je me levai lentement, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. « Je sais parfaitement ce que j'ai fait, Gauthier. Je sais que tu es un criminel qui a utilisé notre mariage comme couverture pour des activités illégales. Je sais que tu prévoyais de me laisser sans rien pendant que tu commençais une nouvelle vie avec de l'argent volé. Et je sais que tu m'as complètement sous-estimé. » La juge Delacroix sourit. « Madame Beaumont, en tant que témoin collaborateur, dans une enquête officielle, vous avez droit à une protection et à une compensation. Le parquet a accepté de vous autoriser à conserver tous les actifs dont il peut être prouvé qu'ils ont été achetés avec des revenus légitimes issus de l'entreprise immobilière de Monsieur Beaumont. »« Combien cela représente-t-il » demanda Gauthier désespérément. « Selon l'analyse financière, environ 40% de vos actifs proviennent de revenus commerciaux légitimes. Madame Beaumont recevra ces actifs.
plus une prestation récompensatoire, plus une récompense de l'État pour sa collaboration dans cette enquête. Gauthier s'effondra sur sa chaise, la réalité le frappant enfin de plein fouet. Il avait tout perdu. Son entreprise, son argent, sa liberté et son avenir avec Soline. Tout cela parce qu'il avait présumé que sa femme était trop faible, stupide pour riposter. Soline pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues, réalisant que ses rêves de richesse et de statut social s'effondraient. Geneviève était assise dans un silence stupéfait, regardant la réputation de sa famille être détruite en l'espace de quelques minutes. De plus, continua la juge de la Croix, des agents de la police nationale attendent à l'extérieur de cette salle pour arrêter M. Beaumont pour des chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de criminalité organisée et de fraude fiscale. Cette procédure de divorce est suspendue dans l'attente du résultat des poursuites pénales. Les portes de la salle s'ouvrirent et l'inspecteur Renard entra avec 2 autres agents. Gauthier me regarda une dernière fois, son visage étant un mélange de rage et d'incrédulité. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, Aveline. Je sais exactement ce que j'ai fait, dis-je calmement. J'ai récupéré ma fille. » Pendant que les agents menottaient Gauthier et lui lisaient ses droits, je sentis un poids se soulever de mes épaules. Un poids que je ne savais même pas porter. Pendant 8 ans, j'avais vécu un mensonge, marié à un homme qui ne voyait que comme une couverture pratique pour ses crimes. Soline s'enfuit de la salle, probablement en train d'appeler déjà des avocats pour se distancier des activités criminelles de Gauthier. Geneviève la suivit. Les 2 femmes qui avaient prévu de célébrer ma destruction faisaient, maintenant, face à leur propre ruine. Je sortis de ce tribunal comme une femme libre, financièrement à l'abri et émotionnellement libérée. Gauthier m'avait appris que le savoir, c'était le pouvoir, mais il n'aurait jamais imaginé que j'utiliserais cette leçon contre lui. L'épouse faible et sans défense qu'il avait créée avait disparu pour toujours. À sa place se tenait une femme qui avait appris à riposter et qui avait gagné.